Alors, quelques questions, je vais vous les lire rapidement, mais tout le monde se réjouit de cette discussion. Un Bernard, je ne sais pas qui Bernard, qui nous demande, enfin qui cite Philippe plusieurs fois dans le texte, et Philippe dit approuver l'insoumission contre la force, mais il met une condition, qu'elle soit pacifique et constructive. Alors il interroge qui doit prendre l'initiative de l'usage de la violence. Il cite la Syrie, il cite la Birmanie, les Colombiens, voilà. Et ajoute-t-il, il y a 150 ans et un mois, par 3 fois, les loges maçonniques de Paris ont tenté de négocier avec le Versaillais, bannières en tête. Ceux qui ont survécu aux boulets de canon et aux exécutions ont fini en canalki. C'est une première question. La deuxième, c'est Antoine Ajakorski, qu'on connaît bien ici, de Bernardin, qui se réjouit des magnifiques interventions, c'est dans le texte, de Philippe et Alain, mais alors qu'il s'interroge comment former, dans le cadre actuel de la laïcité scientiste, des enseignants à une métaphysique de l'histoire qui soit spirituelle, dialogique et œcuménique. Marcel Le Petit, oui, Philippe et Alain, enfin, je passe sur les félicitations, vous en avez par tout le monde. Hein. Que faites-vous du mouvement de sécularisation depuis la Renaissance, de la séparation entre théologie et philosophie, entre l'État et les églises? Bon, ça a été abordé évidemment dans les deux interventions. Quelle est la force réelle d'inspiration des religions dans les sociétés françaises et européennes d'aujourd'hui? Gabriel Mossus, la mondialisation a entraîné un abaissement des peuples poussés en priorité vers le fonctionnement du grand marché mondial qui tend à standardiser les modes de vie. Les peuples cherchent donc à compenser cet abaissement en essayant de retrouver leurs racines et leur identité. Pour cela, les religions sont un des outils efficaces, mais le revers de la médaille est que les religions poussent au nationalisme et qu'elles deviennent source de conflits. La religion de mon peuple, dit-il, est meilleure que celle des autres peuples, un motif de compétition malsaine supplémentaire. Martina Glibert, donner plus de place à l'âme, moins à la raison, point d'interrogation. Gabriel encore, personnellement, pour ce qui est de la vie sur Terre, je pense que la théorie quantique est plus enrichissante spirituellement et scientifiquement que la théorie de la relativité. Et Bernard qui revient à la page 13 du livre de Philippe, pour nous dire, Philippe cite à juste titre la fameuse phrase de Marx sur l'ambivalence de ce qu'il appelle la détresse religieuse, phrase généralement tronquée. Beaucoup d'autres ont dit la même chose avant lui, Kant, Feuerbach, Bruno Bauer, Harder. Engels dit même qu'en certaines circonstances sociales, elles pouvaient avoir un rôle critique, contestataire, révolutionnaire, Amérique latine, etc., etc. Je passe sur ces exemples. Il juge plus important ce que les humains font ensemble que ce qu'ils croient séparément. Et Marcel Le Petit encore, oui Philippe, je partage très largement ta lecture historique de l'apport du christianisme à l'Europe et sans doute le monde. Oui Alain, sur ton bilan assez préoccupant de l'enseignement de l'histoire dans au moins la moitié des pays européens. Mais que faites-vous du mouvement? C'est la même question tout à l'heure de sécularisation qui, depuis la Renaissance, s'est traduit par la séparation, etc., de l'Église et de l'État, etc. Donc, Philippe, Alain, voilà, qui commence? Philippe, vas-y. Allez, Philippe. Alors, Philippe, il faut réactiver le son. Et moi, je ferme le mien. J'essaie de mettre un ordre, mais le mieux, c'est que je suive les différentes questions. Sur la question de l'usage de la force, qui doit prendre l'initiative? On connaît la solution de Hobbes, sur laquelle c'est l'État. Mais on voit bien que les États sont tous rivaux dans la mondialisation que nous vivons. Et tous rivaux et ne sont pas porteurs, manifestement, des conditions d'une réconciliation. C'est plutôt en train de se diviser, d'ailleurs. Je pense que la réponse, elle est dans les premiers exemples positifs du Rwanda, d'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'il faut engager des processus de reconnaissance mutuelle, de justice et de réconciliation, pour prendre le triptyque. Alors, il faut que justice soit rendue aux faibles, mais on doit le faire dans un esprit de reconnaissance mutuelle en vue d'une réconciliation où on va construire ensemble. Donc, les États prennent l'initiative. Évidemment, il ne faut pas que les milices les remplacent
ni d'ailleurs les champions de la technologie et les guerres de l'espace seront propices d'ailleurs à la fructification de milices internationales. Et donc les États doivent prendre l'initiative, mais il n'y a de solution que dans l'élévation des institutions multilatérales qui ont diminué en force et réalité, et en tout cas qui doivent être complètement régénérées. On a peu développé, mais c'est quelque chose d'essentiel. Mais cette régénération doit se faire dans l'esprit que j'évoquais des Mandela et des autres, c'est-à-dire ces processus de réconciliation, justice, reconnaissance, réconciliation, justice. Et c'est ça qui sera décisif. Il faut que l'envie vienne des peuples eux-mêmes et qu'on en donne exemple. Alors, ça m'amène à la deuxième question. Évidemment, l'argumentation compte aussi. Je ne crache pas sur la raison, attention. Je dis que la raison s'est fait abaisser, la raison des Lumières a été abaissée, et quand on l'a privé des ressources de la foi, ça a contribué à l'abaisser. Bon. Mais maintenant, sur Antoine Arjakovsky, on est dans un espace laïque. On a ravalé les religions dans la sphère privée. Alain comme moi disent, ça c'est un problème. Parce qu'elles sont forcément dans l'espace public, puisque dans l'espace public, il y a des gens qui dans leur tête, ont une conscience, où il y a les fantômes de la religion, ou bien les inspirations de la religion toujours présents. L'homme a besoin de se représenter l'infini, il a besoin de se représenter la vie, la mort, enfin, franchement. Donc, si ravaler l'espace public à la sphère privée, déjà, ce serait apprendre à quel point la foi a été une source de liberté intérieure et même aux origines. C'est pourquoi j'ai insisté sur Hannah Arendt, en particulier, qu'il reconnaît. Donc, forcément, elles sont dans l'espace public. Si l'Église, face à la pression de ceux qui veulent se débarrasser des religions, n'ose pas prendre la parole sur les choses publiques, là, il y a problème. En Allemagne, on se porte mieux qu'en France, de ce point de vue-là, c'est plus cool, c'est plus détendu. Le pape ose le faire, même s'il est probablement minoritaire en son Église aujourd'hui, mais bon, en tout cas, il essaie. Donc, il faut que les hommes de religion s'emparent de ces choses. J'ai fait l'expérience du dialogue interreligieux, entre parenthèses. J'ai été invité à San Egidio 2 fois, et j'ai été frappé du fait que, tous les porteurs de religion d'Abraham, là, ils s'entendent comme copains, comme cochons, j'allais dire. Tout va bien, on est tous pacifiques. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a un mélange religion-politique où il y a des responsabilités à tirer au clair. Donc, il faut absolument que viennent des messages religieux, d'efforts de réconciliation. Et je trouve que l'Église en France, par exemple, est en deçà du nécessaire. Je parle de l'Église catholique, puisque c'est notre source dominante. Évidemment, il y a des risques. Il faut oser prendre des risques. Et j'insiste sur la défaillance par rapport à l'économique. L'économique est un enjeu culturel fondamental. Je n'ai pas pu le développer. La valeur travail fout le camp, pour parler comme ça. Et en même temps, il résiste, fort heureusement d'ailleurs, les gens veulent travailler. Ils ne peuvent pas, et c'est médiocre. Si on ne réhabilite pas la valeur travail, et ça, il y a un apport religieux considérable dans les débuts de l'éducation européenne. Ce n'était pas du tout le cas dans le monde antique. Eh bien, on ne fait pas notre travail en tant que source religieuse. Donc, j'en appelle aux sources religieuses d'oser entrer dans la sphère publique en essayant d'aller vers cet esprit, pas simplement de réconciliation superficielle précisément, mais qui ose affronter les choses qui fâchent. Et ce n'est pas pour toi, Antoine, évidemment, que je dis ça, tu me comprends bien. La sécularisation a séparé la théologie de la philosophie. La théologie, ça se définit comme la science de Dieu, alors encore un dénommé science qui ne veut pas du tout. En tout cas, un gros travail sur ce que c'est Dieu en relation avec qu'est-ce que c'est l'homme, grosso modo. Puisque s'adresser directement à Dieu, ça a été excessivement important dans les débuts de la culture qui est la nôtre. Et donc, je ne connais pas la théologie, je connais mieux la philosophie comme apprenti, mais j'en ai quand même une certaine idée. Donc, on a fait une séparation des deux en évacuant peut-être, et comme je ne veux pas être trop long, en évacuant le problème de la métaphysique. La métaphysique, c'est reconnaître que tout n'est pas compréhensible par la science pure et dure avec son utilité, parce qu'il y a toujours une utilité sous-jacente
la science est dévoyée vers la technique. Tous les grands scientifiques, en particulier ceux qui ont connu la bombe atomique, se sont posés ces questions, évidemment. Donc, il y a besoin, quelque part d'une métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, que ne s'expliquera pas la raison, pas seulement parce qu'elle ne connaît pas la raison du cœur, mais aussi pour des raisons beaucoup plus vastes. Il y a donc besoin de faire appel à quelques ressources métaphysiques qui nous restent. C'est du Heidegger, ça, entre parenthèses. L'Europe n'est pas fichue si elle s'est tirée quelque part de sa mémoire encore une trace de métaphysique. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est une question très compliquée, très compliquée. Standardisation, abaissement des modes de vie, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, la mondialisation, j'ai voulu rire tout à l'heure à propos des aides d'État qui deviennent pas une question métaphysique, mais une norme universelle. Si c'était une norme universelle, il n'y aurait jamais eu de biens publics et de services publics. Heureusement qu'il y a des biens qui n'ont pas été marchandisés. Enfin, il faut arrêter de jouer. Et je ne dis pas pour autant qu'il n'y a pas des aides publiques malsaines, entendez-nous bien. Mais en économie politique, on a abandonné la question des biens publics. Voilà ce que j'ai vécu, moi. Nos services publics sont en déshérence. Et ça ne veut pas dire que le service public doit être confié à l'éducation nationale de l'État. Alain a raison là-dessus. On peut très bien enseigner par une diversité de voies non confessionnelles nos questions fondamentales. Il faut d'ailleurs des expérimentations, il faut tout un travail associatif. Steiner est bien meilleur sur les contenus éducatifs que d'autres. Et l'éducation nationale, avec cette programmation venant d'inspecteurs de l'éducation nationale, c'est une honte, les programmes. Je l'ai vécu comme mathématicien, une honte. Ils ne savent pas, on ne comprend pas les fractions, il y a déjà un abandon dès les fractions. Et on leur demande d'étudier les mathématiques comme un art pour l'art. Mais ils sont nuls, les inspecteurs de l'éducation nationale. Il faut aussi se diriger vers les coupables. Alors, à mes raisons, la question à mes raisons, l'âme c'est un souffle de vie, prenez-le comme ça. L'âme, ça ne veut pas dire une religiosité. Il y a un souffle de vie, une énergie de vie, une confiance en soi qui ne résulte pas simplement de la raison, puisque la raison est relative. La raison sert à la technique, elle va vers l'utilité. Par contre, la raison scientifique, bien comprise, se pose des questions fondamentales. Hawking et Einstein, si Dieu existe, ce qui m'intéresse, c'est quel était le plan de Dieu. Ça, je ne dis pas que c'est la bonne question, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas des âmes. Bon. Oui, j'ai un frère qui, lui, était un humaniste hétérodoxe et qui a cherché ses sources religieuses dans les civilisations primitives, tellement il était écœuré de ce qui se passait ici. Parenthèse. Alors, j'arrête. Marx fondamental, je ne serais pas d'accord sur Feuerbach, c'est un matérialisme. Il faut se débarrasser de la religion chez Feuerbach, alors que Marx dit beaucoup plus que ça. Il dit quelque part, et je l'ai cité dans mon texte quand même, la religion répond à un besoin. Si vous voulez éliminer cette source qui répond à un besoin, soyez capable de présenter quelque chose de mieux, ce qui n'a pas été le cas manifestement. Bon, voilà, et c'est tout, et d'accord avec Marcel Le Petit. Voilà. Alain, je te donne la parole tout de suite et je rajoute une question tout de suite de Pierre Lannes, qui est un metteur en scène qui vient d'ailleurs de réaliser, un réalisateur qui vient de faire un très beau film dans le cadre de l'année sur l'esclavage, Sursis, le procès de la liberté. Et il t'interroge, Monsieur Lamassoure, vous dites que l'enseignement de l'histoire en France est satisfaisant, mais puis-je partager avec vous mon sentiment sur celui du passé colonial de la France et particulièrement l'esclavage, dont la France a été un fer de lance jusqu'aux abolitions. Ce manque de reconnaissance sur ce passé et donc de son enseignement n'ont-ils pas favorisé la victimisation à juste titre de certaines communautés qui vivent sur notre sol et font partie de la communauté nationale? C'est la même question. Merci, Pierre Lannes. C'est à toi, Alain. Merci. Bon, beaucoup de questions formidables. Heureusement que les plus difficiles ont été prises par Philippe. Je réponds à 4 ou 5 d'entre elles. La dernière question de Pierre Lannes, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. On ne peut plus dire aujourd'hui que la France, dans ses programmes d'enseignement d'histoire, ne parle pas ni de l'esclavage, ni de la colonisation. C'est fini. C'est fini. Et donc, s'il y a maintenant des revendications pour qu'on en fasse davantage,
l'origine vient de ce qui se passe et qui est très grave aux États-Unis dans les relations, notamment interraciales, etc., elle n'est plus principalement chez nous. Et si il y a un certain nombre de pays qui mettent en avant cette période, c'est du fait de la volonté de leurs dirigeants de trouver le bouc émissaire et d'expliquer que 60 ans et 2 générations après la fin de la période coloniale, tous les malheurs d'aujourd'hui proviennent de ce qui s'est passé il y a 100 ans. C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, les pays dont les dirigeants continuent de blâmer leurs anciens dominateurs ou colonisateurs, etc., pour leur incapacité actuelle, sont des pays qui mettront beaucoup de temps à remonter la pente. En politique, dans la vie sociale comme en sport, si on ne reconnaît pas ses propres échecs et si on ne bâtit pas à partir de ses propres échecs, on échoue. La fois d'après, on échoue. Tous les pays qui continuent de dire c'est à cause du colonisateur français, anglais, américain, russe, machin, etc., qu'aujourd'hui, alors que j'en suis débarrassé depuis un demi-siècle, je ne parviens pas à me développer, sont des pays qui ont en fait de mauvais dirigeants. Alors, la question, excusez-moi, je n'ai pas pu noter les auteurs. Il y a une question très intéressante sur qu'est-ce qui reste dans l'Europe d'aujourd'hui de l'inspiration des religions anciennes, notamment de la religion chrétienne ou des religions d'Abraham, comme dit très justement Philippe. Tout, pas un peu, tout. Prenez un texte admirable, qui malheureusement n'est enseigné nulle part, qui est cité nulle part, mais qui est au fond le frontispice ou le fronton de l'Union européenne. La Charte européenne des droits fondamentaux, qui a été élaborée par une convention en 2001-2002. Je n'ai pas eu l'honneur de faire partie de cette convention, donc j'en fais l'éloge sans y être pour quoi que ce soit. Prenez, je lis simplement les titres des chapitres. La dignité de l'homme, de l'être humain, la liberté, déclinée en 10 articles, tous les droits, la liberté de réunion, liberté d'expression, la liberté d'entreprise, le droit d'asile, etc. L'égalité, tous les aspects de l'égalité, y compris la diversité culturelle, religieuse et linguistique, les droits de l'enfant, les droits des personnes âgées, l'intégration des personnes handicapées, la solidarité, les droits de négociation et d'action collective, la protection en cas de licenciement injustifié, la protection de la santé, l'accès aux services d'intérêt économique général, le sujet dont Philippe était notre grand spécialiste au Parlement européen, et malheureusement, ça n'a pas débouché sur des services publics au sens où il l'entend et qu'il l'a rappelé tout à l'heure. La citoyenneté, la justice, tout y est. Prenez les grands textes du christianisme, tout y est. Ce qui est très intéressant, prenez l'esprit remonté à la source de toutes les grandes religions universelles, on retrouve en fait les mêmes valeurs. Alors exprimées différemment, parce que exprimées à des moments complètement différents, où les références, les modes de vie n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais donc, ce qui est très intéressant, dans une Europe qui est en effet très largement déchristianisée, qu'on s'en réjouisse, qu'on le regrette, on n'y peut rien. C'est comme ça. Les valeurs sont restées. Et à partir de là, on peut espérer qu'elles inspirent notre politique, au moins comme, disons, c'est un hommage du vice à la vertu, si on ne les applique. Alors, j'ai été surpris par la remarque d'un intervenant qui préfère du point de vue philosophique, la théorie quantique à la relativité d'Einstein. Bon, c'est un choix personnel, simplement ça n'a rien de philosophique, c'est de la science. Et donc la vérité, c'est qu'en l'état actuel de la connaissance, et Einstein et Planck ont raison, chacun dans son domaine. Enfin là-dessus, Philippe pourra expliquer mieux que moi. Mais enfin, libre évidemment de préférer telle ou telle théorie du point de vue personnel pour sa satisfaction personnelle. Mais nous sommes là dans le domaine de la science. Alors, sur la mondialisation, méfions-nous. Parce que nous, en France, nous avons tendance à voir ça comme, au fond, un complot.
un complot du grand capitalisme international pour nous imposer la mondialisation. Souvenons-nous de ce que j'ai dit tout à l'heure. En histoire, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'explication simple qui serait simpliste. La mondialisation à laquelle nous assistons maintenant, qui n'est pas historiquement la première, mais qui est évidemment la plus forte, a une raison fondamentale, qui est la multiplication des hommes au sens d'êtres humains. Encore un sujet dont on ne parle jamais et dont on ne tient aucun compte dans les politiques. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai appris que nous étions 2,5 milliards d'êtres humains. Nous sommes 7 milliards 600 millions. Ça s'est fait donc pendant ma vie humaine, en 70 ans. Il avait fallu 1000 ans pour connaître une telle augmentation de la population mondiale. Et donc, évidemment, les conséquences sont gigantesques et tous ces êtres humains qui prolifèrent sur tous les continents, ben, ils entrent en contact les uns avec les autres, quel que soit le système économique. Philippe avait tout à fait raison de rappeler que certains de bons, ou plutôt de mauvais apôtres de la décroissance, qui estiment que le monde se porterait mieux à tous égards si on produisait moins, si on consommait moins, si on produisait moins, si on revenait à la lampe à huile, oublient tout simplement la jeunesse du monde, la jeunesse africaine, la jeunesse indienne. Tous ces enfants, tous ces jeunes qui vivent dans la misère, qui vivent dans la pauvreté, qui ne sont pas vaccinés, comme l'a rappelé Philippe, qui ont faim de dignité humaine, qui ont besoin de trouver un avenir, de fonder une famille, de s'inventer un futur, d'inventer notre futur. Le 22e siècle, c'est eux qui l'inventeront, c'est pas nous. Donc, quand nous parlons de mondialisation, oui, c'est un phénomène fondamental. La première des raisons, c'est la prolifération des hommes, réjouissons-nous-en, en tout cas, il faut en prendre acte. Et surtout, comprenons que le monde de demain, c'est nos enfants et nos petits-enfants, c'est-à-dire les petits Africains qui vont l'inventer. Et je rends hommage au passage à Claude, qui depuis longtemps s'intéresse, et d'ailleurs beaucoup de ceux qui animent son association à la relation qui est fondamentale pour notre avenir européen et de l'humanité, Europe-Afrique. Dernière remarque sur l'identité. Alors là, j'ai une grave inquiétude et je terminerai là-dessus parce que j'ai un tempérament fondamentalement optimiste, chacun l'aura compris. Mais il y a un point qui, comme on disait chez les jésuites, autrefois m'interpelle au niveau du vécu. C'est le lien entre identité, nation et guerre. J'évoquais tout à l'heure la possibilité que l'enseignement de l'histoire, ses défauts, ses insuffisances, soit une des origines des montées des nationalismes ou des extrémismes. Je crains qu'il y ait une autre raison, qui est la paix durable, la paix perpétuelle, ce que j'appelais le miracle de la paix européenne. Au révélateur de la paix durable, l'impression que j'ai, c'est que, comme toutes nos nations sont nées dans la guerre, sont nées par la guerre, se sont organisées pour faire la guerre, toutes nos nations sans exception. J'ai peur que nos nations soient mal équipées, mal préparées, mal organisées et insuffisamment mal pensées pour faire face à l'âge de la paix. Si véritablement nous sommes en train de passer d'un âge de guerre récurrente, quasi permanente, en entrant lentement, progressivement, de manière très insatisfaisante, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de recul, etc., mais c'est l'aventure humaine, dans un âge dont nous espérons qu'il sera durablement un âge de la paix, qui commence sur le petit continent européen
sur un bout de ce continent, mais dont nous espérons qu'il va essaimer sur les autres, alors à ce moment-là, il va falloir revoir en profondeur notre organisation, nos institutions, notre administration, notre enseignement, y compris nos concepts. J'en citerai un seul. Le concept de souveraineté n'a pas du tout le même sens. À la limite, je dirais, il n'a presque plus de sens aujourd'hui. En tout cas, à l'âge de la guerre, où il était fondamental et nécessaire, et à l'âge de la paix, où, mal interprété, il devient plutôt un obstacle qui nous recloisonne. Et nous vérifions, c'est ma crainte, qu'au fond, rien n'unit autant une communauté nationale qu'un ennemi commun. Un ennemi considérable, un ennemi qui peut nous anéantir, en tout cas supprimer notre identité, nous dominer, notre indépendance et nos libertés. Et quand on voit, par exemple, l'avant-première guerre mondiale, les débats entre Dreyfusards, anti-Dreyfusards, républicains, royalistes, socialistes et antisocialistes, les discours de Jaurès, et puis au premier coup de canon, employeurs et salariés, républicains et royalistes, juifs et chrétiens et francs-maçons se précipitent pour aller résister aux Allemands. Et la patrie. De l'autre côté. Voilà. Et alors, du jour où on n'est plus menacé, le jour où on n'est plus menacé, on entend, on voit apparaître des communautés qui existaient déjà, mais qui, sur les grands sujets, se rassemblaient tout naturellement derrière la vie générale, enfin l'intérêt national, qui était assez facile à définir, puisqu'il était il venait de l'extérieur, de la menace extérieure. Et donc, il y avait en quelque sorte un englobant commun à tout le monde qui était l'intérêt de la nation d'abord, et la nation avec... La patrie, même. Et menacée. Et à partir du moment où la nation n'est plus menacée, alors on a des menaces de substitution, mais qui sont partielles, qui ne sont pas unificatrices comme celle-là. Le réchauffement climatique, oui, mais ce n'est pas propre à la France, c'est le monde entier et c'est pour dans 20 ans ou 30 ans. Donc, ça ne nous unit pas assez au niveau national. Le terrorisme islamiste, c'est tragique, c'est sanglant, mais ça n'appelle pas le même type de réponse. Ce n'est pas une mobilisation de tous les hommes à l'âge de porter des armes et de toutes les femmes à l'âge de faire fonctionner les usines ou de travailler les champs en l'absence des hommes. Et donc voilà. Et donc, pour terminer sur une note quand même optimiste, le défi que nous avons, c'est de trouver des raisons positives à notre union de communauté nationale, de communauté européenne, à notre conscience humaine, comme le rappelait fortement Philippe, autre que unir pour faire la guerre aux voisins. Voilà. Ou massacrer une minorité religieuse ou ethnique qui nous ennuie. Merci, merci Alain. Alors, il y avait encore d'autres questions, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a le film, très beau film de Blaise Pascal, qui a été produit et réalisé par Rossellini. Et je voudrais souligner qu'à sa sortie avec d'autres grands films sur Saint-Augustin ou Descartes, entre autres, ça a été vu par 16 millions d'Italiens. Vous imaginez un film sur Blaise Pascal, Foi et raison en France, 16 millions de spectateurs. Bon, c'était une autre période, c'était un autre peuple, et également l'Italie. Mais je voudrais quand même dire à Apollinaire qui a posé la question comment repenser la laïcité, c'est tout le bouquin effectivement de Philippe Herzog, finalement, in fine. Donc, on y reviendra, on replanchera sur ces questions, on continuera ce débat extrêmement intéressant. Je vous invite aussi, parce que je dirais juste que mondialisation et crise du capitalisme global, ce n'est pas la même chose. Je vous invite pour ceux qui n'ont pas écouté, à réécouter le YouTube de l'émission de Philippe Herzog sur l'Europe complice ou otage de la crise financière globale du capitalisme. Donc, c'est vraiment très passionnant. On y voit un peu plus clair sur ce qui nous arrive au niveau mondial.
Et je salue d'ailleurs toutes ces initiatives que nous sommes en train de réaliser. Moi, j'en ai fait une sur Europe-Afrique, sur regard croisé face à la crise globale, car nous ne vivons pas cette crise de la même façon selon qu'on est en Europe ou selon qu'on est en Afrique. Et je peux vous dire que si la France se désengage de l'Afrique, l'Afrique commence aussi à se méfier considérablement de l'Europe, et pas seulement lié aux questions coloniales, mais aussi, je voudrais dire à Alain, pour avoir animé, produit le festival de cinéma euro-africain, le droit à la mémoire. Je l'ai dupliqué à Bamako, au Mali. On m'a demandé de supprimer quelques films, et notamment Afrique noire d'André Vauthier, qui avait déjà été interdit de projection pendant 40 ans en France, et le film de Medondo sur Soleil Haut, parce qu'il ne fallait pas réveiller les haines. Et en ne voulant pas réveiller les haines, on tait des épisodes de notre histoire douloureux, certes, mais qu'il faut absolument aborder, parce que la réconciliation, elle viendra sur vérité et justice, mais aussi sur la reconnaissance de nos responsabilités. Et là, on n'y est pas encore. Il suffit de voir ce qu'on vient de faire au moment de la commémoration du génocide rwandais. La France n'a pas encore demandé pardon, ne s'est pas excusée, ne s'est pas excusée. On entend même Védrine ne regretter rien du tout de l'action française qui a armé les Hutus contre les Tutsis. Donc, il faut parler effectivement de ces choses. Je terminerai par une petite phrase là, d'un petit message qu'on vient de recevoir. On en a encore un autre, mais je ne peux pas tous les lire. Mais oui, la Magna Carta, qui prend sa source dans l'Évangile, a inspiré la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour le... Les Anglais. Voilà, voilà. Donc, je vous propose de terminer notre conférence sur ce chant à tout le monde. J'avais encore une question de Bernard Thierry. Tu m'excuseras, Bernard. Bravo, Claude, pour cette question. Alors là, voilà, je suppose que c'est un Africain qui me félicite. Mais je vous donne rendez-vous donc d'ici 10 minutes. Là, vous avez même pas peut-être un quart d'heure, allez, pour le film. Je vous conseille, pour ceux qui ne le connaissent pas, de le regarder. Il dure 2 heures. C'est Irena Bilic, mon amie, qui est à côté de moi, qui vient à côté de moi, Irena, qui va le présenter. Peut-être tout de suite, comme ça vous donnera envie de rester pour le film, qu'on projettera juste après avoir bu un coup et peut-être manger un petit morceau de saucisson. Voilà, à tout de suite. Merci Claude, merci Philippe, bonsoir. Je serai... c'est bon? Oui. Okay. Je vais essayer d'être très brève. Je n'ai pas du tout ni l'intention ni l'ambition de vous présenter Rossellini maintenant, ni le film complètement, mais je voudrais revenir au fait à quelques dates et au début du discours, au début de l'intervention de Philippe Herzog qui concernait au fait la culture du temps. Alors, je voudrais dire que Roberto Rossellini, qu'on connaît tous, et surtout par ces magnifiques films qui sont Rome, ville ouverte, l'Allemagne année zéro, Stromboli, Paisa, etc., était le réalisateur, ou certainement un des réalisateurs les plus intéressants et importants du néoréalisme italien, et que le néoréalisme italien avait comme principe fondateur une phrase prononcée par Cavatini, qui était son théoricien, et que cette phrase avait trait au temps, et elle disait la chose suivante, voilà, film devrait accepter sans condition ce qui nous est contemporain. Nos films, ça veut dire les films néoréalistes. Aujourd'hui. Donc, Rossellini se tient de ce principe, il réalise les films, tous ces films que je viens de citer, ce sont des films qui concernent leur temps. Et ce temps est le temps de l'Italie pendant la guerre, juste après la guerre, l'Allemagne
blessés, meurtris, l'Europe meurtrie, 50 millions de morts, 21 millions de réfugiés. C'est cette Italie qui est la préoccupation, cette Europe ou ce monde qui est la préoccupation première de Roberto Rossellini dans ses premières années de néoréalisme. Alors, je dis tout ça parce que le film que vous allez voir est tourné en 1972 et c'est en fait une tétralogie, on peut le dire. C'est quelques films, comme Claude le disait tout à l'heure, c'est Blaise Pascal, mais aussi Augustin d'Hippone, Descartes, c'est l'âge de Cosme de Médicis. Et avant cela, Rossellini avait réalisé un film qui s'appelle Socrate. Avant cela, il a réalisé un film qui s'appelle La prise du pouvoir de Louis XIV. Et donc, tous ces films sont réalisés pour la télévision italienne et pour la télévision française. Et ces films étaient très, très vus. Et Roberto Rossellini avait dit, parce que c'était un phénomène de s'occuper enfin de faire des films, lui qui était un grand cinéaste, primé à Cannes, etc., de faire des films pour la télévision. Donc, il s'aventure dans ce champ et il dit, voilà, j'ignore les exigences et les techniques de la télévision, je ne m'en soucie pas, je les ignore totalement, je tourne les films comme je l'ai toujours fait, m'inquiétant plus du fond que de la forme. Alors, la question est, qu'est-ce qui fait que, enfin la question que je me suis posée maintenant en revoyant ce film, qui est rarissime et qu'il est impossible de trouver en DVD, etc. La question était de savoir quelle était la motivation, quelle était motivation, quelle était l'idée, au fait, pourquoi Roberto Rossellini est allé si loin dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il voulait voir? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Qu'est-ce qu'il voulait apprendre lui-même? Quelles étaient les correspondances enfin les articulations, les correspondances qu'il établissait avec son propre temps, qui était l'Italie. Donc l'Italie, en l'année 72, cette Italie était en plein problème de terrorisme, la Cosa Nostra, les problèmes financiers, l'asservissement à l'Amérique, etc. Donc comment est-ce qu'il voulait s'échapper? Est-ce qu'il voulait trouver quelque chose? On sait qu'à ce moment-là, Roberto Rossellini est né au début du siècle, donc 1906, et il est mort en 77. Ça veut dire qu'il réalise ses films à l'âge de 65 ans. Le projet qu'il préparait, c'était le projet un film sur Karl Marx, et ce film sur Karl Marx n'a jamais été réalisé puisqu'il est mort, mais il en avait écrit le scénario et il est allé assez loin. Donc Blaise Pascal, le film sur Blaise Pascal est simplement magnifique. C'est à la fois il est et merci Philippe, merci Claude pour l'avoir choisi. Il est d'une fluidité phénoménale. Il évoque pratiquement il évoque toutes les périodes et les phases importantes de la vie de Blaise Pascal, à la fois Blaise Pascal comme inventeur, mathématicien, physicien, l'homme qui est même l'inventeur du transport en commun, mais aussi c'est lui que nous avons, je ne sais pas du tout comment on apprend maintenant Blaise Pascal et où et à quel âge vous apprenez les choses sur Blaise Pascal. En tout cas, moi, j'avais appris dans mon lycée il y a longtemps la phrase qui est « Je sais en qui j'ai cru ». Et je pense que cette phrase « en qui j'ai cru » résume, elle aurait presque pu être le titre de cette conférence. Il me semble. Donc, quand Philippe Herzog parle de la culture du temps, voici que Roberto Rossellini vraiment aborde plusieurs temporalités, donc la temporalité de Blaise Pascal, la temporalité de l'Italie, sa propre temporalité, et puis de l'époque, et
Et puis, donc, je crois que c'est notre, d'une façon, en regardant ce film, c'est aussi notre comment dire, c'est notre, je ne vais pas dire devoir, mais de nous poser les questions que ce film signifie pour nous aujourd'hui, maintenant, dans notre temps, puisque nous sommes également dans une période, une transition technologique, une mutation profonde de la civilisation est apparemment toute proche, où nous y sommes certainement déjà. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mais peut-être ça va être un sujet de réflexion certainement. Et puis, je vous invite juste une dernière chose pour ceux d'entre vous qui connaissent et qui suivent le Festival L'Europe autour de l'Europe, qu'au mois de juin, nous aurons le festival, la reprise du festival de l'année 2020 online avec une plateforme qui s'appelle Filmocracy, qui est une plateforme de cinéma d'auteur et de cinéma indépendant européen. Vous aurez l'information, ça sera du 12 au 19 juin. Merci d'avoir écouté cette longue introduction, mais je pourrais en parler encore beaucoup plus longtemps. Merci. Voilà, donc écoutez, merci à Irena. Comme vous le savez, on est partenaire, ASCPE et les entretiens européens et eurafricains sont partenaires du festival d'Irena. Moi-même, j'ai un festival qui s'appelle Eurafrica, qui est partenaire aussi du festival d'Irena. Et nous aurons cette année une innovation puisque nous mettons en place avec elle une semaine regard croisé, justement, entre l'Europe et le monde. Et nous aurons dans cette semaine des films avec l'Afrique, avec la Chine, avec le Moyen-Orient, avec bien sûr les États-Unis et l'Amérique latine. Pas la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie est très très présente dans le festival d'Irena qui s'appelle l'Europe autour de l'Europe. Donc la Russie, bien sûr, fait encore partie de l'Europe. Pas de l'Union européenne, elle ne veut pas, nous non plus, mais voilà, 47 pays. Voilà, un merveilleux festival qui aura lieu d'ailleurs pour le festival dans son ensemble sur Corps en Mouvement au mois de novembre prochain, mais vous avez déjà reçu l'information. Donc, nous allons lancer le film maintenant, sans attendre, pour que vous puissiez ne pas vous coucher trop tard. Il dure 2 heures, donc je vais le mettre tout de suite et partager l'écran en vous remerciant encore une fois d'avoir été parmi nous. Et je vous dis très bonne projection.